Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier chaleureusement toute l'équipe du CRA pour m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Et c'est la première fois que je donne cette conférence, on va dire. L'idée, c'est de parler aujourd'hui, vaste sujet, de l'aménagement du domicile et de l'aménagement du travail. Donc, en 20 minutes, ça va être rapide, et on va faire en vite. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi c'est utile et nécessaire de proposer des aménagements pour les personnes porteuses de PSA. Je vais vous donner quelques pistes d'exemples concrets pour la maison et le domicile, mais je vous préviens que le but, c'est pas faire une liste de courses à la fin et se dire bon, c'est pour se reparler tout ce dont elle a parlé, parce que c'est vraiment pas ça l'objectif. Et de vous parler un petit peu de mon travail en tant qu'ergothérapeute et de comment, avec mes patients, on réfléchit à ces aménagements ensemble. Je m'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais c'est pas grave. Déjà, avant de parler d'aménagement, il faut parler déjà des besoins. Et des personnes avec un PSA, dans leurs besoins, il y a des besoins au niveau de la communication, il y a des besoins au niveau des interactions sociales et des besoins au niveau des comportements et des routines. Toute cette diète autistique, ça va apporter des besoins en termes de prévisibilité et de structuration. On va avoir besoin que l'environnement lui permette une certaine forme de stabilité, une certaine forme de prévisibilité, pour que ce ne soit pas tout le temps aux personnes de s'adapter à l'environnement, mais au contraire que l'environnement s'adapte à leurs besoins. On en a déjà beaucoup parlé et je remercie beaucoup les deux intervenants précédents de parler de tout ce qui est sensoriel, parce que c'est un énorme pan des aménagements qu'on va pouvoir proposer. Et le troisième point, ça va être sécurité et autonomie. Moi, j'accompagne dans mon métier des enfants et des familles. J'accompagne aussi des adultes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde. Aller vers une sécurité, ça c'est la priorité, et avoir des aménagements qui permettent de gagner en autonomie, de pouvoir, pour les enfants, pouvoir grandir et aller vers le plus d'autonomie possible, et pour les adultes que j'accompagne, être le plus autonome dans leur quotidien, tout en respectant leurs besoins. Je vais parler très rapidement de tout ce qui est troubles sensoriels. Alors, si on schématise de façon globale, il y a tout ce qui est hypersensibilité. Donc, le fait d'être plus sensible, on va dire, que la moyenne aux odeurs, au bruit, à la lumière, etc., etc. Et à l'inverse, il y a toute la partie sur l'hyposensibilité, où là, au contraire, on va avoir un seuil de tolérance qui va être assez élevé. On va avoir besoin qu'il y ait plus d'informations sensorielles pour avoir les voyants qui s'allument. Alors ça, c'est très schématique parce qu'en réalité, il y a des hyper et des hyposensibilités dans chaque sens, et c'est très variable en fonction de la journée dans laquelle on est, de ce qui s'est passé la veille, de notre état émotionnel, de si on est malade, si on est stressé, de si on est angoissé. Donc il y a beaucoup de variabilité dans cette hyper et cette hyposensibilité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette hyper et cette hyposensibilité, ça va impacter notre concentration, l'humeur et la fatigue. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte quand on va réfléchir à quels aménagements sont nécessaires. Je me rends compte que je parle très vite. Non, ça va. Bon, tant mieux. Moi, je parle très vite. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si on décide de ne pas aménager du tout ni l'emploi ni le domicile? Qu'est-ce que ça peut donner? Souvent, le risque de ne pas aménager, de vouloir compenser à tout prix toutes ces difficultés, ces hypersensibilités et un fonctionnement cognitif un petit peu différent, ça crée souvent beaucoup de fatigue. Moi, ça c'est quelque chose qui me rapporte beaucoup. Ça peut même aller jusqu'à l'isolement, voire être en échec pour l'inclusion. Si on parle des enfants, le risque de ne pas réussir à aller à l'école quand il n'y a pas d'aménagement, il est très fort. Si on parle des adultes, le risque de ne pas pouvoir être maintenu dans son emploi
ou de ne pas pouvoir être inclus dans les activités de loisirs qu'on souhaite, il est très fort si on n'a pas d'aménagement. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'avec les aménagements, alors on est d'accord que c'est pas magique, merveilleux, etc., ça peut favoriser cette qualité de vie, et c'est donc ça le thème pour aujourd'hui. Ça peut nous permettre de gagner aussi en confiance et de se maintenir dans l'emploi ou de se maintenir dans une scolarité. Tout l'intérêt, comme je vous disais, c'est que ce ne soit pas constamment la personne qui soit à s'adapter, mais que l'environnement porte ces besoins-là et ces adaptations. Alors, quand on parle d'aménagement, moi je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux, dans les magazines, dans plein de choses. Il existe une énorme variété d'aménagements qu'on peut faire. Je parle des aménagements vraiment, on va dire, physiques, techniques, etc. Je ne parlerai pas des aménagements du social, enfin, c'est aussi. Donc c'est très important de prendre en compte la situation de façon globale, parce que si on en oublie des parties, le risque c'est de faire un aménagement qui soit un petit peu bancal, qui fonctionne sur un temps mais qui après ne fonctionne plus, et des fois même de créer de la suradaptation. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc, quand nous, en tant qu'ergothérapeute, on va réfléchir aux aménagements, on va essayer de prendre en compte déjà la personne dans le plus possible, dans sa globalité le plus possible. On va regarder un petit peu au niveau physique, sensoriel. On va venir regarder au niveau, ce qu'on dit, ce que évoqué tout à l'heure, au niveau affectif et spirituel, au niveau cognitif, au niveau de compréhension, etc. On va essayer de voir ensemble avec elle quelles sont les sphères d'occupation, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est soins personnels, la douche, le brossage des dents, la productivité, donc tout ce qui va être le travail, mais aussi l'école, par exemple, pour les enfants, et aussi les loisirs. Quelles sont les activités qui vont avoir le plus besoin d'aménagement, pourquoi, comment, etc. Et après, on va essayer de prendre en compte l'environnement dans sa globalité. Qui sont les personnes autour de cette personne-là, à quel point ils sont formés au TSA, à quel point ils sont soucieux de soutenir la personne, etc. Donc on voit que c'est très vaste en fait de penser les aménagements. L'idée c'est que ce soit le plus personnalisé possible. Donc je vais vous parler rapidement de ce qu'on pourrait mettre en place à la maison. Et je répète encore une fois, l'idée c'est pas de vous faire une liste de courses, mais de vous donner un petit peu des idées pour la maison. Il y a un grand point, moi, que je parle souvent au tout début parce que c'est assez rapide à mettre en place et que souvent ça parle beaucoup. C'est tout ce qui est organisation visuelle. Alors ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des repères dans la maison, ça peut être des pictogrammes, un planning mural, des moniteurs visuels, des organisateurs pour ranger les vêtements correctement, pareil dans la cuisine, etc. Une checklist des tâches ménagères qui peut être un petit peu automatisée. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est organisation visuelle à la maison. Après, un autre point moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est aspect régulation sensorielle. Donc tous les outils qui vont nous aider à adapter le logement pour la personne en fonction de ses besoins sensoriels. Il existe pas mal de choses maintenant. Il y a déjà privilégié souvent les lumières naturelles, tout ce qui est variateur de lumière, avoir des rideaux un petit peu lourds pour diminuer le bruit, pareil, des tapis épais pour diminuer le bruit et la résonance, prévoir, si possible, dans la maison ou dans l'appartement, un coin calme, si on a l'espace suffisant, un point un peu hyposensoriel où la personne elle peut venir se ressourcer, être tranquille et sans stimulation. Un truc tout simple, hein, des patins sous des chaises. Moi, je travaille avec une école, on a mis des patins sous des chaises de toute la classe. Et ben, ça fait bien tout le monde. Et c'est pas très cher à mettre en place. Voilà, on avait demandé au club de tennis du coin s'ils avaient des vieilles balles de tennis pour les jeter. Et puis, on a fait ça sur 2 ou 3 heures la semaine. Des boîtes avec des soins apaisants, tout ce qui est objets sensoriels, hygiène, etc. Et pour tout l'aspect visuel, peut-être réfléchir à une décoration épurée si c'est un besoin de la personne, ou en tout cas où les objets sont rangés, il n'y a pas une accumulation qui fasse beaucoup de choses au niveau visuel.
Et pourquoi pas, pour les personnes qui auraient des besoins plutôt au niveau vestibulaire, équilibre, pourquoi pas une balancelle, un rocking chair ou des parcours sensoriels pour les plus jeunes. En tant qu'ergo, moi je suis aussi souvent amenée à conseiller sur tout ce qui est plutôt aide technique, parce que j'ai aussi beaucoup de patients qui, en lien avec le TSA, ont aussi beaucoup de difficultés au niveau pratique, au niveau des gestes du quotidien. Donc, ça peut être des choses comme des tapis antidérapants, des barres d'appui pour l'équilibre, des distributeurs savons automatiques pour ne pas avoir à utiliser les pneus en même temps, des plateaux antidérapants pour que l'assiette ne bouge pas quand on coupe avec le couteau et quand on manque un petit peu de force. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui existent. Je vais présenter quelques exemples. Mais du coup, faire la part des choses entre tout ce qui existe et tout ce qu'on a réellement besoin. Je vais vous parler maintenant de tout ce qui est aménagement au travail. Aménagement au travail, du coup, ça peut être avoir un planning de la journée. Un planning écrit ou un planning en pictogramme. Pour ceux qui prennent des photos, moi, je pourrais donner un exemple, il n'y a pas de souci. Avoir un étiquetage au niveau des tiroirs pour faciliter le rangement ou avec des pictogrammes aussi. Un tableau des tâches du jour décomposées par étape, pas juste un grand intitulé, je ne sais pas, faire la comptabilité du mois de juillet, enfin, peut-être qu'on ferait une petite sous-tâche pour que ce soit plus facile à traiter. Un environnement de travail, c'est possible qu'il respecte les besoins sensoriels, un bureau calme, une chaise ergonomique pour ne pas avoir mal de partout à la fin de la journée, pourquoi pas des lunettes avec de la lumière bleue si on travaille sur un ordinateur, un casque anti-bruit, etc. Et bien sûr, là aussi, on peut avoir besoin d'aide technique. Moi, j'accompagne aussi beaucoup d'enfants qui ont des difficultés au niveau de l'écriture. Donc là, on a tout un tas de solutions pour compenser ces difficultés-là, que ce soit avec un clavier plus ergonomique, des souris ergonomiques, des programmes, etc. Voilà, aussi pour les aménagements au travail. Je vais vous faire un rapide point sur c'est quoi l'ergothérapie. Juste comme ça, pour enlever, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est l'ergothérapie? Ouais, c'est moi, voilà. Bon, il y a quelques personnes qui savent à peu près ce que c'est. Je vais expliquer ça le plus facilement possible. Notre travail en tant qu'ergothérapeute, ça va être d'analyser la personne, ses forces et ses difficultés, l'environnement dans lequel elle vit et l'activité qu'elle souhaite réaliser, l'activité qui est importante pour elle. Et ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, d'une famille à une autre. Et on est vraiment mis dans cette triangulation entre ces trois sphères et essayer d'accompagner les personnes pour gagner en autonomie là-dessus. C'était très résumé, d'accord. C'est là que c'est un petit peu décalé parce que je suis passée de Canva. Donc, pour vous parler un petit peu du déroulé de comment ça se passe. Généralement, les personnes, quand elles nous arrivent, elles viennent avec ce qu'on appelle une plainte occupationnelle. Il y a quelque chose qui est dans leur quotidien. Il y a quelque chose qui les gêne et qui vraiment impacte de façon importante ou moins importante. Nous, en tant qu'ergothérapeute, on va proposer d'abord un premier entretien initial. Moi, je travaille en libéral, donc souvent je fais ça par téléphone, pour essayer de voir un petit peu avec la personne ce dont elle a vraiment besoin, de parler de c'est quoi cette plainte occupationnelle. Et ça va nous permettre d'avoir une évaluation qui va être le plus personnalisée possible. C'est rare qu'on fasse deux fois la même évaluation parce que chaque personne est différente et chaque personne aura des besoins différents. À la suite de cette évaluation, on va proposer un diagnostic avec des pistes de préconisation et de prise en charge, toujours en lien avec la personne, avec le famille de cette personne. Je vais vous parler un peu plus du coup des deux flèches qui sont là, l'évaluation et des préconisations, pour que vous compreniez un peu mieux comment ça se passe. Donc, en ergothérapie, on va faire plusieurs types d'évaluations. On va faire ce qu'on appelle des évaluations normées et établies. C'est-à-dire qu'on va venir évaluer de façon très précise
comment est la personne par rapport à la norme pour savoir s'il y a des difficultés au niveau cognitif, des difficultés au niveau physique. Je vous parlais tout à l'heure par exemple des praxis. Est-ce qu'il va y avoir des difficultés de motricité fine, de motricité globale? Et au niveau sensoriel, est-ce qu'il y a des difficultés? On va associer ça, bien sûr, avec une mise en situation concrète. C'est-à-dire que concrètement, moi, je vais venir à l'école pour voir comment ça se passe. Concrètement, je vais venir à la maison pour voir comment se passe la douche, etc., etc. On va faire une vraie évaluation parce qu'on se rend bien compte que quand la personne arrive, qu'elle est dans notre bureau pour la première fois, c'est pas toujours facile de montrer réellement tout. Et par contre, d'être dans son environnement qu'on connaît et selon on a l'habitude, entouré des personnes habituelles, et ben c'est quand même beaucoup plus représentatif. Donc, en alignant les deux, on a une vraie évaluation qui est construite et la plus pertinente possible. Ensuite, on va définir les objectifs avec le patient et sa famille. Et après, quand on va parler de solutions, il peut y avoir différents types de solutions proposées. On peut avoir des solutions en termes de rééducation, c'est-à-dire on va chercher à accompagner la personne sur comment améliorer ses fonctions motrices, cognitives, sensorielles, faire des exercices un peu sur la motricité fine, des exercices un peu de mise en situation pour telle et telle activité. Et bien sûr, là, dans ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, la partie réadaptation. On va essayer de réfléchir ensemble, on va pouvoir adapter l'environnement, soit avec des techniques, soit comment faire les choses un petit peu différemment. Il y a aussi cette aspect. Et donc, on va vraiment proposer ces deux points en fonction de ce dont a besoin la personne. Des fois, juste de la réadaptation, c'est suffisant. Des fois, il faut aussi allier ça à de la rééducation en même temps. Je vais vous parler, pour que ce soit un peu plus concret, de deux cas pratiques. Je vais vous parler de la patiente Sarah, qui est un peu plus grande maintenant, qui a 15 ans. Je l'ai rencontrée, elle était toute jeune. La plainte de Sarah et de sa famille, c'est que Sarah, elle a chuté 2 fois en sortant de la baignoire. Elle est accompagnée pendant la douche par sa maman. Et sa maman a eu vraiment très très peur. Elle avait réussi à la rattraper. Mais du coup, sa maman, elle s'était fait très mal et elle a eu très peur. Du coup, c'était vraiment ça leur plainte, de dire, voilà, là, Léa, on est vraiment très inquiets, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à comment adapter, merci, adapter notre salle de bain parce que Sarah grandit et on a besoin de la mettre en sécurité. Voilà. Donc, moi, je suis venue au domicile, j'ai fait une évaluation avec la famille, avec une mise en situation. Ce que j'ai pu voir, c'est que Sarah elle a eu beaucoup de difficultés au niveau de l'équilibre, mais aussi des difficultés attentionnelles. C'est-à-dire que pendant qu'elle prenait sa douche, elle pouvait vraiment se mettre en danger et que l'aide d'un adulte était nécessaire. Donc, on a réfléchi avec la famille à un projet de transformer la baignoire pour une douche habitable, comme ça, elle n'aura rien à enjamber. D'avoir des barres d'appui pour qu'elle puisse mieux se tenir quand elle se lève et d'avoir un siège de douche amovible parce que la douche elle est partagée avec tout le reste de la famille, donc il faut qu'il y ait de la place. Avec Sarah et sa famille, on a réussi à avoir une aide financière de la MDPH pour faire installer ça par un professionnel. Et par-dessus, c'est quand même une activité qui est beaucoup plus sécuritaire pour Sarah et pour ses aidants. Et c'est quelque chose qu'on va bien sûr réévaluer au fur et à mesure. Je pense que je n'ai pas le temps de deuxième étude de l'État. C'est moi. Bon, ce sera dans mon PowerPoint. La deuxième étude de cas, c'était pour mon petit patient Fares, plutôt pour un aménagement à l'école. Donc, si j'avais 3 messages à vous faire passer, c'est que adapter l'environnement, c'est vraiment essentiel pour compenser ces difficultés et surtout ne pas être en surcharge à chaque fois. Il existe beaucoup de solutions concrètes pour la maison et le travail et c'est vraiment pertinent de se faire accompagner par différents professionnels pour trouver les meilleures solutions possibles. Voilà. Merci pour votre attention. Je resterai dans les questions. Je m'en vais. On peut prendre 1 ou 2 questions si vous en avez.
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des GPS pour à pied dans la voiture qui sont un peu plus clairs, plus faciles à suivre, que ce qu'on trouve facilement quand on cherche GPS. Ce que je trouve ne me convient pas, ne m'est pas suffisamment. Est-ce qu'il existe spécialement dirigé vers les lycées, ces étudiants? Ce genre de situation. Alors, moi, je ne les connais pas personnellement parce que ce n'est pas un cas que j'ai déjà eu. Je sais qu'il y a plusieurs auto-écoles qui sont maintenant spécialisées dans la passation du permis de conduire pour les personnes porteuses de TSA et qui ont notamment, par exemple, des stimulateurs pour s'entraîner à la passation à la conduite. Et j'imagine qu'eux, ils connaissent beaucoup de solutions sur tout ce qui est GPS. Moi, je me rapprocherai de ces écoles-là. Et je ne sais pas si Sarah, vous avez d'autres pistes précises là-dessus. Je suis désolée, j'espère que ça vous donne un peu des pistes. En fait, c'est l'histoire de la baignoire et de la douche italienne. C'est ce qu'on propose aussi aux personnes vieillissantes, en fait, de passer d'une baignoire à une douche italienne. Mais moi, je me dis, je ne sais pas ce que ça rend en fait, mais si on a envie d'avoir une baignoire, en fait, c'est possible. Alors, Sarah, elle a de la chance parce que sa famille l'amène beaucoup à la piscine parce qu'elle adore ça. Et finalement, les bains, elle en prenait très peu. Donc le choix de la famille, vu qu'il n'y a qu'une seule salle de bain dans sa maison, ça a été de se dire, on préfère que Sarah soit en sécurité tous les jours et qu'elle puisse profiter de la piscine pratiquement tous les week-ends, plutôt que de la baignoire. Mais j'entends tout à fait votre question et votre remarque. Merci beaucoup. J'ai une question sur la perception des adaptations. En fait, c'est quelque chose que je me pose vraiment en ce moment. Est-ce que vous voyez que passer un certain cap, en fait, l'accommodation et l'adaptation, c'est juste plus bénéfique? Parce que moi, je l'ai vu dans mon cas, où en fait, on finit par être plus capable du tout d'être dans la société, parce qu'on s'habitue à suradapter, etc. Et j'ai l'impression que c'est comme si on a ce diagnostic, etc., qui peut vraiment aider. Mais passer un cap, je pense que ça devient une forme d'enfermement, en fait. On cherche constamment à s'adapter et on se renforce là-dedans et c'est pas bénéfique à mes yeux. Et je vois que c'est pas trop adressé encore dans le collectif. Mais voilà. C'est une très bonne question. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était suradaptation. Nous, c'est quelque chose sur lequel on va être très vigilant. Et c'est pour ça que quand on met en place une préconisation, par exemple, c'est un casque anti-bruit, un exemple clair que tout le monde visualise, moi, je vais être très attentive à dire, ok, le casque anti-bruit, c'est dans telle situation, combien de temps et combien de fois par jour. Parce que le risque, moi, ce que j'ai vu après, c'est que si on l'utilise trop, c'est comme, moi, je donne souvent cet exemple-là à mes patients. C'est comme si vous portez des chaussures de chantier, là, vous voyez les grosses chaussures hyper lourdes, vous les portez, au bout d'une demi-heure, vous ne sentez plus que vous les avez. Et le casque anti-bruit, c'est pareil. Ça trique votre cerveau, ça lui fait penser qu'il n'y a plus rien. Et le risque, c'est après se retrouver à avoir besoin d'un bouchon d'oreille, plus casque anti-bruit dessus, plus un autre casque anti-bruit. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Et c'est pour ça que quand on fait des préconisations, on est un peu, nous professionnels, on est un petit peu rigides, c'est pas grave, c'est pour avoir un peu une feuille de route et surtout on va réévaluer régulièrement parce qu'on ne donne pas un matériel en disant voilà, maintenant c'est bon, le problème est réglé. On va essayer vraiment de le réévaluer régulièrement pour être sûr justement qu'on ne soit pas dans la suradaptation et on va réfléchir toujours à la balance bénéfice-risque. Est-ce que vraiment là, ça donne un bénéfice de mettre en place cet outil ou est-ce que sur le long terme, ça risque pas de nous causer du tort? Moi, j'ai cet exemple en tête d'un jeune que j'avais accompagné où il était très sensible aux vêtements. La famille ne m'en avait pas du tout parlé. Et au départ, quand je le connaissais, il portait que des joggings. Puis petit à petit, il portait des grands joggings XXL. Puis en fait, au bout d'un moment, il ne pouvait plus s'habiller. Et ça, c'était vraiment gênant parce que du coup, il a été déscolarisé à cause de ça. Il en avait fait beaucoup de travail pour lui permettre de se réhabiller et de retourner après au lycée. Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que vous avez dit? Moi, je pense que souvent, quand on a un diagnostic, il y a cette réalisation de « Ah oui, une sensibilité sensorielle, etc. » toutes nos différentes sensibilités.
il y a un tel soulagement de pouvoir pallier à ce qui a pu être un manque pendant très longtemps, que du coup il y a une forme de ok, j'y vais à fond. Et moi je trouve que j'ai une période où j'ai été beaucoup plus sur le spectre autistique que je ne me suis maintenant, parce qu'il y a eu cette où j'étais là, ok, genre un casque anti-bruit plus mes bouts de caisse, le ci, et j'étais vraiment le stéréotype de ce qu'on peut imaginer de l'autisme, voilà, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, enfin, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler en tant que professionnel de plus en plus, parce que c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Merci beaucoup. Je suis d'accord, il y a un effet qui est très décrit sur empiriquement, on le voit. Enfin, moi, j'ai du diag. Et je vois que dans la base dentale que j'accompagne, et leur entourage me disent en disant, mais autant vous ne voyez pas l'autisme, autant là, elle est devenue très autiste depuis votre diagnostic. Qu'est-ce que vous lui avez raconté, quoi? Et où finalement, c'est pas tant le diagnostic, mais c'est la prise de conscience, et où après les choses s'équilibrent. Avec le temps, se réajustent, il va y avoir différents mouvements. Ce moment important, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Rapidement. Je vais répondre rapidement. Une micro-question par la bouche. Oui. Ça a pris combien de temps de là? Oh, ça a pris. Oh, Il n'y a pas de représentant de la MDPH aujourd'hui. je ne pas. Désolée. Sur le fait d'être très autiste, entre guillemets, quand on a le diagnostic. Moi, je suis diagnostiquée depuis 1 an et demi, j'ai 45 ans. J'ai travaillé depuis toujours, puisque déjà à l'école, c'était très très compliqué. Après, j'ai fait des études qui n'étaient pas du tout faites pour moi. J'ai fait un travail qui, du coup, n'était pas du tout fait non plus pour moi. Et quand j'ai été diagnostiquée, j'ai fait le parallèle avec une espèce de déni de grossesse un peu. Enfin voilà, quand les femmes sont enceintes et qu'elles font un déni de grossesse, on ne voit pas le bébé. Et puis quand après le ventre, il s'enroule et puis le bébé arrive et puis il faut faire avec, quoi. Et je pense qu'on a tous un passage où on voit ça à travers le prisme de l'autisme et on est toujours un peu plus autiste. Et après ça se calme, je pense. Voilà. Merci pour ce partage.